Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qu'ils maîtrisent, une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Lakzali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matird. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Orient. Salut Naufal. Bonjour et merci d'avoir rejoint cet épisode de podcast Marketer Moment à Station F aujourd'hui, sous la pluie malgré tout. On a un sujet aujourd'hui qui va être très intéressant, on a discuté juste avant. On va parler de PLG et plein d'autres choses, mais juste avant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, si tu peux te présenter de n'importe quelle manière que tu veux. Ouais, carrément. Donc, effectivement, on a mis en place une stratégie PLG dans la société où je travaille depuis 3 ans qui s'appelle Guide Guardian, que je décrirai un peu après. Moi, à la base, je fais partie des growths qui ont une culture très data, puisque j'ai un cursus ingénieur. Après ça, j'ai bossé plusieurs années en conseil dans un cabinet qui faisait du conseil en data et aussi une agence média. Donc en fait, je manageais une équipe avec à la fois des ingénieurs et des profils plutôt marketeurs qui géraient du paid ads, Google, LinkedIn, etc. pour des boîtes, d'abord des startups et puis après des boîtes du CAC 40 françaises à mesure que la boîte a grossi. Et puis au Covid, comme beaucoup de monde, j'avais envie de changer du modèle d'agence pour choisir un business model qui me parlait vraiment, un produit qui me parlait vraiment. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la cybersécurité, qui me permettait de revenir à mes racines d'ingénieur avec un produit très technique. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint Guide Guardian en 2020. Et donc à l'époque, j'étais un des premiers marketeurs. Et aujourd'hui, on a une équipe de plus de 10 personnes en growth. Donc, il y a une bonne croissance et de multiples tactiques qu'on a employées pour en arriver là, dont le product-led growth. Beaucoup de tactiques, je vais essayer d'en prendre quelques-unes aujourd'hui, en tout cas. Merci aujourd'hui pour un peu faire une forme d'entrée en matière avant de peut-être aller plonger en profondeur du PLG world, comme on dit. Le growth aujourd'hui, comment tu le définis? Parce qu'on m'a souvent dit que Orient a une forme de réflexion autour de ce métier-là. Oula. Juste pour toi aujourd'hui, avec tout le recul que tu as eu de tes expériences, c'est quoi le growth pour toi? C'est une bonne question. Je vais répondre avec un détour. Déjà, je trouve qu'il y a une grande diversité de cursus qui amène au growth. Tu connais Jérémy Lanfranchi qui est dans l'équipe. Lui, il était freelance et avant il était dans les sports extrêmes, donc c'est assez différent. On a d'autres profils qui sont diplômés de lettres, d'autres profils qui ont fait du commerce avant. Moi-même je suis ingénieur, donc voilà, il y a des profils vraiment très différents qui peuvent mener au growth aujourd'hui. Et je pense que c'est une grande force et une grande richesse parce que en fait il y a une multitude de tactiques à opérer pour faire une stratégie growth réussie aujourd'hui. Je trouve d'ailleurs que quand on est le seul growth dans une petite boîte, c'est impossible de tout faire, donc il faut choisir ses combats. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce métier, qu'il faut être à la fois bon copywriter, donc écrire des messages qui sont efficaces. Il faut être bon avec l'analyse de données, manipuler des tableaux de chiffres, faire des reporting pour pouvoir analyser et savoir quelles actions prendre. Donc en fait, c'est un métier qui est très varié et qui demande énormément de compétences différentes. C'est ça qui m'intéresse vraiment au quotidien parce que ça permet d'apprendre plein de choses quand on est un peu curieux ou curieuse. Et donc, moi, le growth, je définis ça comme... déjà, c'est des marketeurs qui aiment bien se rebrander, justement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles compétences qui sont nécessaires pour faire du growth par rapport
à ce qu'on appelait il y a quelques années avec du marketing. Là, aujourd'hui, je fais du growth dans une entreprise B2B, donc je vais plutôt parler de ça. C'est un peu différent dans le B2C. En tout cas, pour du growth B2B, il y a une forte composante du growth qui est ce qui s'appelait il y a 30, déjà depuis 20-30 ans de la demand generation. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pousser son marché et créer de la demande. Et donc, c'est une sous-catégorie du marketing, à mon sens, en tout cas dans le B2B, qui en général, pour le définir parce qu'il n'est pas, c'est pas la partie brand du marketing. En général, c'est pas forcément les profils growth qui seront les meilleurs à ça. C'est pas forcément la partie contenu non plus. Donc, tout ce qui est marketing et communication, en fait, qu'on peut entendre, pareil, un peu à l'ancienne, ça, c'est pas tellement du growth la plupart du temps. C'est plutôt des équipes qui sont complémentaires, donc tous les programmes type relations presse, par exemple. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est en tout cas dans le B2B, ça va plutôt rentrer dans la case qu'on appelle product marketing, tout ce qui est positionnement, analyse concurrentielle, donc vraiment la partie plus compréhension stratégique du marché. Ça, c'est en dehors. Et le growth, c'est un peu tout le reste. En fait, c'est l'ensemble des tactiques qui vont faire grandir l'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais c'est toutes les tactiques qui vont fournir dans du B2B, qui vont fournir de la pipeline aux commerciaux. Donc, moi, mon objectif, par exemple, c'est créer de la pipeline le plus possible tous les mois pour les commerciaux parce que c'est ça qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, pour résumer, pour moi, le growth, c'est une sous-catégorie du marketing qui demande des compétences nouvelles, notamment sur tout ce qui est analyse de données, automatisation et des compétences techniques qu'il n'y avait pas avant et qui sont au service des sales pour créer de la pipeline. Ok, très clair. Si aujourd'hui, on veut définir en fait ce modèle de PLG dont on m'a parlé juste avant, déjà, moi, j'ai une question assez naturelle qui me vient. Au-delà j'imagine que tu vas peut-être nous définir le PLG, c'est la énième fois qu'on te le demande. Il y a toujours des auditeurs sûrement qui ne connaissent pas encore ce terme. Mais au-delà de le définir, est-ce que tu le mettrais dans une catégorie du growth? C'est pour ça que je posais cette question en amont. Ou bien c'est quelque chose qui est complètement outside of cet univers du growth marketing? Déjà, voilà. Essayons de le définir. Où est-ce qu'il se situe ces stratégies PLG? Effectivement, c'est un bon point. Tu as amené la distinction growth marketing et growth product. Quand on parle de growth aux États-Unis, d'ailleurs, on parle plutôt de growth product. Donc, ce sont des profils qui vont gérer une équipe de développeurs qui vont implémenter des choses dans le produit pour faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire créer de la demande, créer de la pipeline pour les commerciaux, et ils font ça en améliorant les taux de conversion à différents endroits. Donc, moi, quand je parle de growth, ici, j'ai englobé les deux. Pour moi, le growth product, ça peut être une partie du growth marketing. En tout cas, il faut une bonne collaboration entre le marketing et le produit pour que ça fonctionne. Et donc, le product-led growth, pour en revenir à la définition, c'est un peu à cheval entre les deux. Il faut des compétences en growth marketing et en product pour pouvoir exécuter cette tactique-là. Et je le définirais comme étant la croissance par le produit. Donc, c'est qu'au lieu de faire une stratégie de développement commercial où la croissance va être portée par les équipes commerciales, la promesse, c'est de se dire que c'est le produit qui va porter la croissance. Ok, et donc ça veut dire que peut-être c'est à l'inverse du terme que j'entends aussi souvent, le sales-led growth. Ouais. Donc nous, en l'occurrence, pour Guide Guardian, on a besoin des deux, et la plupart des boîtes ont besoin des deux. Donc effectivement, on va pas. Il y a un modèle de développement commercial qui est principalement par les sales, c'est-à-dire on va mettre un maximum de SDRs ou BDRs, donc de business developers, qui vont prendre leur téléphone, leur LinkedIn, leur email, contacter des gens qui n'ont jamais entendu parler de ta boîte et essayer de leur pousser ton produit. Donc c'est une tactique qui marche, qui est relativement répétable. Tu peux toucher un plafond de verre à un moment parce qu'il y a pas le marché n'a pas une capacité infinie, surtout si tu n'as aucune brand awareness, aucun produit, rien d'autre à montrer. Mais c'est un modèle qui existe et qui a été validé.
moi je suis convaincu que c'est pas le meilleur modèle, et en tout cas c'est pas celui qui est le plus efficient. Et les VC, donc les venture capital, les boîtes de capital risque, ont plutôt tendance à être d'accord, c'est-à-dire qu'ils vont préférer un modèle product-led growth parce que c'est beaucoup plus intéressant économiquement. Parce qu'en fait, les commerciaux, c'est la majorité de ta marge part dans les équipes commerciales. Donc la promesse du product-led growth, c'est de se dire, en fait, le produit va être tellement bien, tellement optimisé qu'il va se vendre tout seul. Spoiler alert, c'est faux. Mais en tout cas, c'est une promesse qui est très à la mode depuis 5 ans environ. Et donc, c'est un modèle qui est de plus en plus plébiscité parce que ça permet de lever des fonds quand on dit qu'on a ce modèle-là un peu plus facilement. Mais il faut être réaliste, il y a besoin des deux, selon moi, à la fois un modèle développement commercial et un modèle poussé par le produit. Et je reste convaincu qu'il y a du très bon dans les deux modèles et qu'il faut utiliser un modèle combiné aujourd'hui pour réussir à atteindre ses objectifs. Donc, tu finis par une conclusion de dire qu'il faut un modèle combiné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as jamais vu peut-être un use case d'une boîte qui a explosé qu'avec du PLG, surtout que aux US, j'ai l'impression qu'il y a toute cette thèse et que plein de boîtes sont parties toujours avec du contenu en disant du contenu pas dans le sens product-led growth, mais plus quand ils parlent d'eux-mêmes et leur réussite, ils centrent la réussite, en tout cas ils considèrent que ça a été vraiment drivé par une stratégie unique de PLG. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mythe et qu'il y a toujours derrière un peu quelques sales cachés, mais on en parle un peu moins? Alors, je trouve que ça peut... donc, il y a forcément des boîtes qui le font et qui n'ont pas de sales. Il y a des exemples connus de boîtes qui ont démarré avec un fort mouvement PLG. Les Dropbox, Slack, par exemple, c'est des exemples classiques de... En fait, c'est l'usage du produit qui drive la demande et qui crée de la pipeline et donc qui crée du revenu récurrent pour ces boîtes-là. Cela dit, toutes ces boîtes-là, elles se sont, notamment Slack et Dropbox, en fait, c'est des boîtes qui font la majorité de leurs sous sur le segment qu'on appelle Enterprise aujourd'hui, donc toutes les grandes entreprises. La limite varie, mais on va dire plus de 2 ou de 5 000 salariés. Et sur ce segment-là, tu as besoin de commerciaux, tu as besoin d'avoir des juristes dans la boucle, tu as besoin d'avoir des fonctions achats aussi qui vont acheter ton produit. Donc ça, tu as besoin d'un commercial pour naviguer tout ça et diriger ces projets. Donc même si tu es initialement product-led growth, et je pense que ça peut être très intéressant pour plein de boîtes early stage d'incorporer cette philosophie. Par contre, quand on est à 0 sales, en vrai souvent c'est que c'est le founder qui fait un peu la casquette sales et que ça suffit, qu'il est très efficace. Mais à mon sens, ça ne suffit pas, notamment si jamais on veut vendre à de l'enterprise comme c'est le cas chez nous, chez Guild Guardian. Ok. C'est intéressant parce que maintenant qu'on a un petit peu fait une sorte d'entrée en matière du PLG et avant peut-être d'aller plus loin, moi ce qui m'intrigue c'est toi, comment tu as été confronté, quand et comment tu as été confronté la première fois à cette terminologie, à cette philosophie du growth. Est-ce que c'était par accident? Est-ce que c'était une boîte que tu as rejoint, qui t'a mis un peu dans ce mindset-là? C'est toujours intéressant la rencontre. C'est une bonne question. Quand j'ai quitté la boîte de conseil où j'étais, c'était une boîte de conseil, donc en fait, peu par essence, on échangeait assez peu avec le reste de la communauté qui faisait du growth, parce qu'au final, on était assez avancé sur du growth pour le paid ads. On va dire qu'on faisait beaucoup de data pour du paid ads, des petits ETL, donc pour extraire, transformer, charger la donnée dans différents services, donc notamment sur du e-commerce. La boîte était très bien pour prendre les catalogues de produits et les pousser vers les Facebook et Google Shopping et autres. Donc il y avait pas mal de traitements de données. Au final, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui similaires à ce qu'on faisait en growth. Mais je connaissais pas trop ce volet de l'écosystème parce que déjà j'étais en conseil, donc je passais tout mon temps à bosser. J'avais pas trop de temps pour parler avec mes pairs dans d'autres entreprises. Et donc j'étais assez isolé là-dessus. Mais pendant le Covid, quand j'allais faire mon kilomètre réglementaire autour de chez moi, la belle époque, je mettais souvent des podcasts parce que bon, au bout d'un moment, le même kilomètre, t'en as marre de courir là-dessus. Et donc moi, je pense que c'était via divers podcasts de sales ou de growth que j'ai dû tomber sur le concept pour la première fois avec les... Français ou US? Je pense que c'était peut-être des podcasts
Le podcast français de Gabriel Gourovitch, je pense. Ah, ok. C'est Growthmaker à Oui, l'époque. Growthmaker. Ouais. C'est peut-être là-dedans que j'étais tombé sur la notion la première fois de mémoire et que ça m'avait fait découvrir tout l'écosystème growth, dont Guillaume Cabane qui a bossé avec pas mal de boîtes PLG. Et donc c'est comme ça que petit à petit je me suis familiarisé avec le concept avant même d'arriver chez GuideGuardian. Et puis quand j'ai passé mes entretiens chez GuideGuardian, j'ai assez vite vu qu'il y avait une stratégie dont je parlerai après, très intéressante, mais qui déjà, dès cette époque, avait déjà mené plus de 150 000 développeurs à s'inscrire au produit, alors que globalement, il y avait quasiment pas de marketeurs là-bas. Ils venaient d'en embaucher un ou deux, donc il y avait vraiment quasiment rien. Et donc ça, moi, ça m'a fait tout de suite me dire, ah oui, pour une boîte qui fait quasiment pas de marketing, il y a un énorme potentiel sur le produit et sur du product-led growth. Donc ça fait que je m'y suis d'autant plus intéressé après en arrivant. Ok, hyper intéressant, et surtout que vous avez une particularité chez GuideGuardian, et donc je pense que ta stratégie va être très intéressante à explorer. C'est que vous avez une cible, les développeurs, qui sera assez compliquée d'un point de vue marketing, et donc ça m'intrigue, moi, cette logique de on a chopé 150 000 développeurs avec pas de marketing. J'imagine qu'il y a des mécanismes différents. J'ai l'impression que c'est des sujets un peu similaires quand j'échange avec des gens du Web3, parce que c'est un peu du marketing un peu différent qui se développe d'une autre manière. Si maintenant on veut un peu commencer à creuser ce PLG, mais peut-être comment il est appliqué chez GuideGuardian en termes déjà macro, comment il est structuré dans l'ensemble de ce que vous faites en marketing ou sales, j'imagine. Où est-ce qu'il se positionne? Comment il s'articule déjà chez GuideGuardian? Donc, à la base, c'était quasiment que du marketing, en fait. C'était je décrirais, faudrait que je décrive un petit peu la tactique et comment elle fonctionne, mais globalement, nous, ça s'appuyait beaucoup sur les emails. Donc, en fait, c'était juste un setup de compte email, un template et voilà, des choses low-code assez simples. Et puis, petit à petit, fallait faire le pont entre ces emails et le produit. Et donc, ça, on l'a organisé avec une personne au marketing qui, au début, était moi. Aujourd'hui, c'est Jérémy dans l'équipe qui fait ça. Et un growth product côté produit avec une petite équipe de développeurs et avec qui on travaillait sur une roadmap pour accélérer l'adoption par le product-led growth. Donc voilà, pour moi, c'est, comme je disais en intro, c'est une responsabilité partagée, marketing et produit. Par contre, aujourd'hui chez GuideGuardian, c'est pas une énorme partie du revenu parce que on est certes, donc on cible les audiences techniques, développeurs et surtout ingénieurs en sécurité applicative. Mais comme je le disais tout à l'heure, on vend surtout à de l'enterprise. Donc en fait, le PLG, c'est une partie du funnel, mais c'est pas l'essentiel aujourd'hui. Mais c'est quand même une partie assez différenciante, à mon sens. Ok. Pour peut-être contextualiser ce PLG appliqué à GuideGuardian, est-ce que peut-être on peut introduire ce que fait GuideGuardian en tant que produit et essayer de comprendre mieux comment le PLG est actionné dans ce dispositif. Donc peut-être démarrer par what is GuideGuardian. Tout à fait. Qu'aujourd'hui, GuideGuardian, c'est une plateforme qui fait le lien entre les développeurs, la sécurité et les opérations de développement logiciel, donc ce qu'on appelle DevOps, donc comment on fait pour développer le logiciel. Et c'est une plateforme qui s'intéresse à ce qu'on appelle depuis quelques années la software supply chain, donc comme la supply chain en entreprise, dans les entreprises physiques, c'est ta chaîne d'approvisionnement qui te permet de délivrer tes produits. Alors, il y a aussi une chaîne d'approvisionnement dans la conception des logiciels aujourd'hui, où on va nécessiter de faire appel à différents services, différentes librairies, et tout ça doit communiquer. Pour communiquer, ils utilisent ce que nous on appelle des secrets. Donc un exemple de secret, c'est une clé d'API ou même un mot de passe pour accéder à une base de données, par exemple. Clé d'API, c'est un peu des mots de passe pour que les machines communiquent entre elles. Et donc, en fait, GuideGuardian, ça part, avant de devenir cette plateforme, ça part d'un constat qui était très simple. C'est que ces secrets, c'est hyper important qu'ils restent secrets. Parce que si j'ai accès à ta clé d'API Google Cloud Platform, globalement, j'ai accès à toute ton infrastructure. Donc, je peux la bloquer et te faire payer une rançon. Je peux faire tout un tas de choses malveillantes si je suis un acteur malveillant.
Et donc, l'importance il y a déjà des outils qui permettent de garder ces secrets-là dans un coffre, donc un vault par exemple. Il y a plein d'autres outils qui existent, mais le fait est que il y a des erreurs. Ça arrive toujours de faire des erreurs, notamment si tu as une équipe de plusieurs milliers de développeurs, et comme je disais, nous on s'adresse beaucoup à de l'enterprise, ces incidents-là, ils vont forcément arriver. Statistiquement, on l'a démontré, ça arrive toujours. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les équipes sécurité à détecter et à remédier ces incidents-là. Donc déjà, la première étape, c'est OK, il y a un problème, mais où est le problème exactement? Et la deuxième étape, c'est je suis une personne à la sécurité, j'ai en moyenne, il y a plus d'une centaine de développeurs par ingénieur en sécurité applicative. Donc comment je fais pour résoudre toutes les bêtises que font ces 100 développeurs par personne? Donc ça, c'est tout le volet rémédiation. Nous, on fait travailler les ingénieurs en sécurité applicative avec les DevOps, donc les gens qui sont en charge de faciliter le développement, et avec les développeurs. Donc en reliant toutes ces personnes dans notre plateforme, ça permet de résoudre beaucoup plus vite les incidents. Et donc la finalité de GuideGuardian, pour résumer, c'est de détecter et remédier à ces incidents, ce qui permet d'éviter des attaques. Ok, très clair. D'où le côté cyber sécurité. Voilà, c'est ça. Donc j'aime bien dire, pour moi, il y a vraiment 3 spécificités. Il y a le côté cybersécurité, donc ce qui implique une audience très technique. Il y a le côté on vend à l'enterprise, donc ça implique des cycles de vente longs, donc ça aussi ça a un certain impact sur les tactiques qu'on mène. Et il y a aussi le côté à l'entreprise qui est que dès la création de la boîte, il y a toujours eu un côté product-led growth, ce qui est assez différenciant, notamment en cybersécurité, où la plupart des acteurs ont tendance à être un peu à l'ancienne. C'est un secteur qui est à l'ancienne sur un certain nombre d'aspects. Typiquement, nos concurrents, si tu veux voir un screenshot de leur produit, il faut que tu signes un NDA. Ok. Donc un non-disclosure agreement qui fait que donc tu peux rien révéler de ce qu'ils te montrent. Nous, à l'inverse, le pricing, il est transparent, il est sur le site. Tu peux essayer le produit, tu as accès à l'ensemble des fonctionnalités, soit pendant 30 jours, soit à vie si tu as une petite équipe de moins de 25 développeurs. Parce qu'on considère qu'en dessous de 25 développeurs, en fait, tu n'auras pas suffisamment d'incidents. Ou alors tu en auras genre 2 ou 3 par an. En fait, on va pas s'embêter à démontrer la valeur. On y tient, prenez gratuitement. Comme ça fait partie de notre mission d'aider à sécuriser la supply chain de la conception de logiciels. Et donc il y a ce côté de transparence qui moi m'a beaucoup parlé quand j'ai rejoint la boîte, et que depuis on continue de développer, surtout par opposition aux boîtes concurrentes qui montrent rien du tout. Et où en fait tu es obligé de passer par les démos commerciales pour tout montrer patte blanche. Il y a beaucoup moins de confiance qui se crée. Moi je reste convaincu qu'aujourd'hui dans une bonne expérience d'achat en B2B, c'est essentiel de créer cette confiance. Donc ça se matérialise concrètement par rendre accessible le produit très rapidement aux développeurs. C'est un peu comme ça que ça se matérialise votre stratégie PLG. Mais j'ai une question, il y a un point qui m'intrigue. Tu as parlé de taille en termes de nombre de développeurs. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as dit que le PLG, c'est bien pour démarrer quand la startup est early stage, notamment quand on cible, j'imagine pas des enterprises. Et là, il y a une particularité chez vous, c'est que par nature, vous faites du PLG, mais vous dites en dessous de 25, il n'y aura pas de problème. Donc ça sous-entend que de toute façon, indirectement, votre cible, ils vont payer peut-être sérieusement, ça va être des grosses équipes. Qui dit grosse équipe dit potentiellement vous tombez directement dans la stratégie enterprise. Comment tu articules ça m'intrigue ce côté, parce que j'ai l'impression qu'il y a une démarcation, et il y a sans donner l'intégralité des chiffres, les deals où on voit qu'ils ont commencé à utiliser le produit avant de parler aux commerciaux, c'est des deals qui sont en moyenne 4 ou 5 fois plus petits que nos deals moyens. Ok. Voilà, donc faut le savoir. C'est pour ça que ce que je dis, c'est le PLG, c'est souvent bien en début ou quand on cible des boîtes un peu plus petites. Donc pour nous, ça va être des boîtes entre 25 et 100 développeurs, parce qu'il reste quand même
boîtes relativement grosses. Nous, c'est notre taille de boîte typiquement. Mais c'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus rapides parce qu'il y a moins de contraintes, notamment legal et achat, procurement, pour vendre. Donc c'est bien pour démarrer, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en plus, l'avantage du PLG, c'est que les personnes font leur propre POC, le Proof of Concept, dans leur coin. Et donc, en fait, quand ils te parlent, c'est qu'ils sont plus ou moins prêts à acheter parce que le produit leur a déjà plu. Ça, c'est le gros avantage. Mais comme je disais, nous, ça représente des petits deals par opposition à notre deal moyen. Mais cela dit, pour moi, c'est pas du tout le seul avantage du PLG, parce que là, on a parlé que du revenu attribuable directement. Mais comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a un vrai facteur de confiance du fait qu'on ait le produit qui est librement accessible, qu'on ait le pricing qui est transparent, qu'on communique très clairement sur nos features, on ne dit pas notre plateforme fait tout, nous, on a une bonne boîte d'ingénieurs à la française où on dit on fait ça et on fait vraiment ça. On survend jamais. Et le fait de faire ça, ça crée énormément de confiance, même dans les plus gros deals, où peut-être que la personne ne va pas forcément faire le POC avant de parler aux commerciaux. Mais pour moi, ça crée vraiment de la confiance, le fait de se dire, en fait, voilà, le produit, il est là, tu vois tout, il n'y a rien à cacher. Si tu as commencé à parler aux commerciaux, évidemment, il y a un commercial qui va t'accompagner lors du POC pour te montrer toutes les fonctionnalités. Côté intégration technique aussi, ça peut être complexe. On a beaucoup de sales engineers qui vont s'occuper de ça. Et on va te montrer comment bien s'intégrer à ton produit. Mais pour moi, il y a ce côté de transparence, honnêteté, et voilà, le produit, c'est ça, et c'est pas plus, c'est pas moins que ce qu'on t'a vendu, qui fait que je pense que c'est apprécié, et ça peut nous faire passer devant certaines boîtes qui sont plus grosses que nous, mais qui sont beaucoup moins transparentes. Et c'est intéressant aussi parce que il y a un point qui m'intrigue, c'est le côté... t'as parlé de chacun des profils vont travailler dans leur coin avec l'outil. Moi, ça m'a toujours intrigué ce processus, parce que je l'ai déjà croisé par le passé sur des BaaS, des banques as a service, avec des systèmes de sandbox, ou même des boîtes on l'a cité dans la cybersécurité, où j'avais vu ça, où il y a ce mécanisme t'as un gars qui va venir, et pour qu'on commence peut-être à rentrer un peu concrètement dans le sujet d'un point de vue opérationnel, on va avoir un potentiel développeur qui va utiliser votre sandbox ou s'inscrire. Moi, j'ai remarqué, en tout cas par expérience, en tout cas, et aussi ce qu'on me dit, c'est qu'il va s'inscrire peut-être avec son email perso. Il va commencer à explorer. Est-ce que à ce moment-là, vous détectez des choses, par exemple chez Geek Garden, ou en général, est-ce que tu penses que le PLG démarre à ce moment-là, dans le sens où le but, c'est qu'il ait une expérience fluide pour potentiellement devenir un advocacy pour vous et son équipe? Et je pense peut-être que c'est ça aussi le mindset des développeurs, et peut-être c'est pour ça aussi que c'est très adapté à votre produit. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire une question simple, il y a un parcours type d'entrée en relation avec votre produit, avec toute une forme de tactique, peut-être c'est ça dont tu voulais me parler tout à l'heure, de tactique que vous mettez en place autour de ce moment-là pour actionner cette mécanique et aller jusqu'à driver toute une équipe pour qu'ils adoptent votre produit? Ouais. Bonne question. Il y a de tout. Okay. Il y a de tout. Ouais, c'est un projet, d'ailleurs, je pense qu'on implémentera en 2024, de faire une attribution détaillée pour avoir une visualisation de ce qui se passe. La complexité sur les cycles d'envente longs comme ça, c'est qu'il faut le faire pas au niveau de la personne, parce que j'ai fait beaucoup d'attributions en B2C, c'est assez facile, mais au niveau du cercle d'achat dans l'entreprise, que potentiellement tu as le Chief Information Security Officer qui est le signataire final, mais qui en fait regarde ton produit d'un peu loin, l'Application Security Team Lead ou Manager qui va être signataire, l'Application Security Engineer qui est le contributeur individuel, qui va être vraiment le champion du projet parce que il se rend compte de l'importance des vulnérabilités qu'on couvre, et potentiellement en fait c'est sa stagiaire qui a fait la recherche au tout début ou qui a essayé le produit, ou alors c'est un de ses potes développeurs dans une autre boîte qui lui en a parlé. Donc ça peut aller assez loin, ces questions d'attribution.
Donc moi j'ai toujours dit ça ce sera pour la série C quand on aura un peu plus de bande passante, parce qu'en fait c'est concrètement cette analyse-là, il faut qu'elle soit actionnable, et que ça te permette de mieux répartir ton budget. Et en fait c'est tellement complexe que je vais pas mettre 5% de mon budget pour mieux dépenser mon budget de 2-3%. Enfin ça ferait pas de sens. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu que les budgets augmentent et qu'on ait plus de bande passante. Mais quand on le fera, là je pourrais te répondre avec des chiffres. Est-ce qu'il y a un parcours type? Aujourd'hui, il y a une grande diversité de parcours pour te répondre. Donc parfois, effectivement, c'est directement la personne de la sécurité qu'on a prévenu d'une fuite de sécurité qui va du coup s'inscrire, regarder le produit et nous contacter pour nous acheter. Ou des fois, ça passe par plusieurs personnes. Parfois, c'est le stagiaire qui mène le projet et qui ensuite contacte le champion pour faire le premier call. Enfin voilà, il y a tout un tas de cas différents. Et encore là, je reste très centré sur le produit, mais pour moi, ça vaut sur tout le mix de tactiques. À quel moment et sur quelle personne est-ce qu'on a touché quelqu'un avec LinkedIn Ads, avec des emails d'outreach, des BDRs, avec du SEO ou autre. Et donc, toute cette analyse-là d'attribution, c'est honnêtement sur les centaines de clients qu'on a. Je suis pas sûr qu'on ait 2 fois le même usage exactement, parce que vu que c'est des cycles d'achat longs et qu'il y a beaucoup de monde qui sont impliqués, forcément il y a une grande diversité. C'est intéressant parce que tu vois, moi je conceptualisais ça comme vraiment un parcours à majoritairement un seul parcours unique, assez simple, mais du coup voilà, tu vois, j'apprends qu'en fait il y a une diversité et à chaque fois en fait j'ai l'impression que tu reviens sur un sujet de je sais pas comment tu veux l'appeler, de traçabilité, tracking, tu appelles ça contribution, attribution. C'est un terme qui effectivement, je l'ai connu ce terme plutôt dans l'ADS. D'ailleurs, même hier, dans un autre épisode podcast, on a parlé un peu de ce mécanisme, mais plutôt effectivement B2B, où il y a des triggers sur un CRM. Est-ce que c'est le cas chez toi, et est-ce que tu peux peut-être nous décrire un peu plus ce modèle de attribution ou contribution que tu as mis en place, ou globalement comment tu le visualises toi? En fait, tu as dit le mot important, c'est que c'est un modèle. Et donc avant une certaine taille et des certaines ressources, moi mon conseil c'est de d'abord modéliser. C'est hyper important comme tu disais. Donc toi t'imagines ça comme un funnel en fait, si tu comprends bien le product-led growth, où tu as une première étape inscription, une deuxième étape la personne est active, une troisième étape elle continue à creuser le produit, elle fait d'autres actions, et une quatrième étape elle achète. Ça c'est ce que j'ai en tête. Voilà, c'est un modèle et c'est vrai, c'est bien de le mesurer, mais donc nous on se rend compte, comme je te disais, qu'il y a une grande diversité de parcours d'achat, plusieurs personnes impliquées. Donc ce modèle, ça reste à l'étape de modèle, c'est-à-dire c'est une simplification de la réalité qui te permet de prendre des actions. Donc j'insiste sur le fait que c'est important de le faire parce que mesurer ton taux d'inscription et ton taux d'activation, ça permet de savoir s'il y a un moment où sur une des étapes c'est pas très fluide par la donnée, et donc ça tu peux le prouver. Et en fait quand tu vas améliorer donc ton processus d'inscription en faisant une meilleure page avec des références clients ou autres pour rassurer sur l'inscription, ou faire nous ce qu'on fait, une inscription directement via GitHub, comme ça c'est encore plus fluide, que la personne est déjà connectée à GitHub dans son navigateur. Donc ça c'est des petites expériences qui vont te permettre de gagner des points de conversion, et donc dans ton modèle ça va te montrer en gros c'est mieux, et c'est 2 fois mieux ou 1 fois et demi mieux. Ok, donc c'est mieux, c'est très cool. Moi ce que je dis c'est que ça reste un modèle, donc sur toute la complexité des cycles d'achat un peu longs et tout ça, en fait, les gens, ils en sortent de ton funnel d'achat. Il y a d'autres personnes qui ont plusieurs funnels d'achat superposés et tu ne le mesureras jamais parfaitement. Donc, c'est pour ça que moi, mon conseil, c'est d'abord de modéliser. On parlait tout à l'heure de funnel product-led growth et de funnel sales-led. Comme je te disais, nous, on modélise les deux. C'est croisé. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de porosité entre les deux, parce que tu as des gens qui font le funnel sales-led, qui ensuite passent sur le product-led, ou dans l'autre sens, ou des fois, ils font plusieurs allers-retours. Et donc, pour moi, c'est pour ça que c'est important de modéliser, mais faut garder en tête que c'est qu'une représentation simplifiée de la réalité et que c'est pas tout à fait la réalité. Donc, tu t'en sers, et donc, quand tu modélises, faut s'en servir pour quelque chose, c'est-à-dire pour améliorer les métriques de conversion intermédiaire dont je viens de parler, mais c'est pas, ça te donne pas une vision parfaite de la réalité, et donc ça, faut le savoir. Ok, hyper intéressant, parce qu'effectivement, j'ai souvent cette vision PLG orientée funnel avec des étapes
clé. Et je pense que tu as bien raison parce qu'effectivement, surtout dans des use cases comme tu l'as décrit, où il y a une jonction avec le sales-led growth, je pense qu'il y a beaucoup de touch points et je trouve ça intéressant. Donc, j'imagine à travers ce que tu dis qu'en gros, tu as conceptualisé un modèle beaucoup plus large, pas plus large, mais plus un peu macro, qui un peu essaie de capter beaucoup plus de choses et qui n'est pas centré sur un funnel, mais sur des touch points, j'imagine, pour peut-être résumer. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que, par exemple, pour une boîte comme GitGarden ou des boîtes similaires, pas nécessairement GitGarden, au-delà d'un certain stade, on a parlé de ça brièvement tout à l'heure, le PLG n'a plus trop de sens et peut être commencé à être abandonné. Je dis ça parce que là, récemment, avec la vague depuis 2021, beaucoup de produits qui étaient historiquement très sympathiques envers leurs utilisateurs en termes de pricing, en termes de leur mécanique. Je cite les plus connus, les Notion, les Airtable et plein d'autres. Petit à petit, je remarque qu'ils font des annonces, notamment je parle d'Airtable récemment, où tu sens clairement un mindset très enterprise, en train de quitter cet univers. Alors, est-ce qu'il le quitte ou pas, j'en sais rien, mais tu sens que dans le discours, il y a un petit switch de mindset et que maintenant, on va aller voir les gros qui payent plus cher. Et puis limite, on s'en fout de certaines features. Et tu vois dans les forums, les communautés qui commencent à paniquer. Oh là là, j'ai tout misé sur Airtable et compagnie. Ça m'intrigue ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est déjà pourquoi ce switch? Est-ce que c'est cohérent? Et qu'est-ce que t'en penses toi concrètement? L'argent et le capitalisme, mon cher Nofal. C'est un très bon point, mais en fait, oui, les Notion, je connais un peu mieux Notion qu'Airtable, mais je suppose que c'est le même mouvement qui est en train de se lier. C'est des boîtes qui ont conquis un marché avec un plan gratuit hyper avantageux, ce qui fait que tous les freelance, étudiants, personnes qui individuelles ou autres, ont eu beaucoup d'engagement sur cet outil, qui une fois qu'ils rejoignent une boîte, ils maîtrisent ça. Ils montrent aux collègues, regarde, c'est trop bien, t'as une bonne adoption dans la boîte. Tu finis par vendre des petits plans. C'est le product-led growth classique où tu vends à la startup, aux petites entreprises, aux PME, à une équipe de grosses boîtes, pourquoi pas. Et puis après arrive un beau jour où toi, t'as du succès, tu fais grandir tes équipes, pourquoi pas tu lèves des fonds. Donc la croissance de ces boîtes-là, la Notion Airtable continue. Et arrive un beau jour où tu as des investisseurs ou des personnes à qui il faut répondre ou au marché si tu as déjà fait ton IPO ou autre. Et il se trouve que la meilleure manière les ventes à l'enterprise, c'est extrêmement rentable en fait. C'est concrètement, certes le cycle de vente est plus long, c'est plus compliqué à naviguer, mais en fait pour nous, on a concrètement des contrats enterprise qui valent 50 ou 100 petits contrats. Et en fait, l'effort, certes, c'était beaucoup d'efforts pour signer ce gros client-là, mais c'était pas 50 fois l'effort d'un petit client. C'était beaucoup moins que ça. Donc en fait, c'était quand même plus rapide, c'était quand même plus rentable. Et donc ces boîtes-là, qui ont des investisseurs qui sont cotés en bourse et qui ont besoin de présenter des bons résultats financiers, forcément, la stratégie produit va s'adresser de plus en plus à de l'enterprise. Il y a une boîte que j'aime beaucoup d'ailleurs qui s'appelle Vanta, qui permet d'avoir ta compliance SOC 2, qui est une compliance qui est essentielle pour vendre à toutes les grosses boîtes. En fait, c'est une validation de ta sécurité de ton produit. Okay. Et en fait, eux, ils ont fait tout un SaaS sur simplifier l'obtention de du SOC 2, du level SOC 2. Et ça marche hyper bien parce qu'en fait, c'est une condition pour vendre à de l'enterprise. Et une fois que tu vends à de l'enterprise, globalement, c'est beaucoup plus rentable que de vendre à plein de petites boîtes. Et donc, pour moi, c'est un vrai mouvement du marché de cette consolidation vers de l'enterprise qui, comme tu le disais, impacte les produits qui sont un peu plus quasi du B2C, en fait, comme Notion ou Airtable, où historiquement, ils vendaient à des gens qui étaient uniquement sur le plan gratuit et qui, sur un temps long, allaient convertir sur le plan payant. En fait, maintenant qu'il y a une grande adoption et que c'est devenu ils sont dans le carré en haut à droite des grilles G2 et autres qui sont leaders de leur industrie, et dans ce cas-là, tu peux te permettre de te concentrer sur de l'enterprise parce que c'est là que tu vas faire le plus d'argent. Mais ce qui m'intrigue, au vu de ce que tu me dis, c'est que ça veut dire qu'indirectement, ils vont réduire la capacité PLG d'un produit
parce que le principe même, c'est de donner beaucoup plus d'accessibilité, de features pour te hook. Et alors que certains vont commencer à mettre la barrière un peu plus haute pour accéder à certaines features, ce qui fait que peut-être une grande partie que tu aurais pu convertir dans 2-3 ans, vont pas être convertis. Donc je me pose cette question de est-ce qu'à un moment donné, le PLG rentre en confrontation, en contradiction totale avec le sales-led, dans le sens plutôt il faut faire de l'argent très vite. Est-ce qu'à un moment, selon toi, il peut y avoir une rupture, ou bien en fait, non, tu continues à croire que oui, peut-être le PLG ou le modèle en tant que tel pour continuer à driver la croissance user, ou en tout cas d'utilisation, qui est un peu peut-être à décorréler du revenu, peut-être c'est ça aussi la différence. Est-ce qu'à un moment, ça rentre en contradiction selon toi? Alors, moi, je reste convaincu que il y a des effets bénéfiques indirects du PLG, dont je parlais tout à l'heure sur la confiance, qui restent importants. Et par contre, c'est un bon exemple, ce que tu disais sur les plans gratuits qui sont en train de se resserrer. Il y en a beaucoup dans le B2C. D'ailleurs, je crois que Spotify, ils ont vachement restreint leurs plans gratuits. Netflix, il n'y a plus de partage de compte quasiment maintenant, ce qui était une forme de plan gratuit, en fait, ce plan partagé. Le fait de restreindre ça brise un peu la confiance de l'utilisateur dans le cas du B2C, mais aussi de l'adoption dans l'enterprise. Et donc, typiquement, le mouvement où j'étais moi-même relativement early adopter de Notion, et donc j'ai pas mal poussé pour le déployer chez GitGuardian. Aujourd'hui, en perso, j'utilise plutôt Obsidian pour la prise de notes parce que c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, donc ces boîtes qui sont en train de devenir des grosses boîtes qui vont s'adresser au marché enterprise, il y a des nouveaux entrants qui vont devenir plus pertinents pour les individus. Et donc moi, c'est mon cas sur Notion où je l'ai survendu à GitGuardian il y a 3 ans pour qu'on l'adopte tous, on l'a tous adopté. J'ai un peu l'impression d'avoir fini mon caprice, mais maintenant je suis passé sur Obsidian en perso parce que je trouve ça beaucoup plus pratique et rapide à utiliser. C'est drôle, tu as parlé d'Obsidian, je suis aussi dans cette réflexion en ce moment, au-delà des nouvelles features. Et j'ai l'impression qu'indirectement, ce que tu décris, c'est peut-être des jeux de cycle au final, parce que j'ai l'impression que c'est l'éternel cycle. Tu es le petit outil entrant. J'imagine avant Notion, il y avait d'autres choses. Tu deviens un grand petit, un grand monsieur, et après, tu veux rentrer dans la cour et après, il y a. Donc c'est un cycle. Pour moi, c'est un peu un cycle. Après, il y a des boîtes qui arrivent très bien à le briser. Tu vois, je pense notamment en cyber, on parle pas mal de Microsoft, qui ont racheté GitHub d'ailleurs. Où je me souviens je suppose toi ça devait être pareil quand on était jeune et que t'es un peu geek, être Windows c'était Windows et c'était les gens un peu nuls, et pour être un vrai fallait être sur Linux et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, donc ils avaient vraiment une image qui était pas géniale dans la communauté IT, alors qu'aujourd'hui ils sont trop forts, notamment en cyber, ils sont vraiment retournés au top, et il y a eu un gros changement de stratégie de l'entreprise qui a été extrêmement réussi. Donc il y a quelques boîtes qui y arrivent via changement de leadership souvent, ou parfois ça peut être via de la croissance externe en rachetant les nouveaux entrants justement qui disruptent un peu le jeu, comme Adobe et Figma d'ailleurs, où je sais plus que l'autorité de concurrence a conclu, mais Adobe voulait racheter Figma qui était typiquement le genre de nouvelle entrant. C'est passé de dire ça, je crois que c'est passé. Mais et du coup pour moi c'est typiquement ce genre de cycle où le best case quand t'es le nouvel entrant, c'est que tu te fasses racheter par le gros, effectivement. Ça arrive souvent. Ok, voilà, donc j'en ai appris beaucoup sur ce sujet de PLG, et du coup, dans la continuité de ce PLG, tu m'as parlé un peu, quand on avait échangé, de ce sujet, d'aller le renforcer avec, tu m'as parlé d'ABM, qui est un peu une forme de sales-led, j'imagine aussi, mais peut-être plus structuré, avec une certaine philosophie, pour faire un peu une transition. Aujourd'hui, le PLG chez GitGuardian, il est en croisé avec le sales-led, mais sous quel format? C'est-à-dire, est-ce que y a une méthodologie très spécifique en outbound? On parle d'ABM, on parle de stratégie d'intent data. Il y a aujourd'hui plein de choses qui se font là-dessus. Tu as aussi, j'en vois beaucoup, des boîtes qui laissent toute autonomie aux sales d'aller eux-mêmes créer de l'interaction. Ça m'intrigue cette
cette transition, surtout que je pense que naturellement, vous allez vers de l'enterprise d'une manière ou d'une autre, peut-être. Ouais, tout à fait. Donc, transition PLG ABM, en vrai, c'est un peu les deux gros buzzwords que je vois en ce moment dans les communautés demand gen, growth marketing. Ok. Donc, c'est intéressant d'essayer de les comprendre, ce que les gens mettent derrière et la réalité. Parce que notamment la partie, je trouve que la partie ABM, c'est presque encore plus détourné que le PLG. Enfin, quand tu creuses, vous faites de l'account-based marketing, c'est ce que ça veut dire, hein, ABM, c'est pour cibler un compte particulier. Et tu demandes, et du coup, vous faites quoi en ABM ? C'est on a une réunion avec les BDR pour décider de qu'est-ce qu'on envoie dans les mails sur ce compte en particulier. Ok, super. Donc c'est pas extrêmement poussé non plus comme approche. Donc moi, ça m'intéressait bien d'essayer de comprendre c'est quoi le gold standard aujourd'hui dans l'industrie d'une bonne stratégie PLG. Donc ça, on en a parlé, et d'une bonne stratégie account-based marketing. La première distinction que je ferais, que l'account-based marketing, c'est pas forcément pour tout le monde, dans le sens où c'est beaucoup d'efforts de faire du marketing pour un seul compte. Donc il faut que ça marche pour quelques boîtes. Par exemple, en France, il y a Euritech qui vend donc je vais peut-être très mal le pitcher, mais qui vend des rapports de tendance à partir d'analyse de données à des grandes marques de luxe. Des grandes marques de luxe en France, tu peux les compter, il y en a un nombre fini, il y en a moins d'une centaine. Donc tu peux te permettre de faire un rapport super détaillé sur ces 40 ou 50 boîtes-là. Donc ça fait sens de faire de l'ABM. Là-dessus, je reprends une notion de Forrester où il parle d'ABM quand tu fais account-based, mais tu as aussi du IBM, donc Industry-Based Marketing, quand tu vas cibler plutôt une industrie tout entière. Et entre les deux, tu peux même faire, je crois qu'ils appelaient ça des named account lists, donc tu fais des listes de comptes qui sont unis par quelque chose peut-être autre que l'industrie et qui fait sens de similar account, non? Ouais, c'est ça. En fait, c'est des boîtes auxquelles tu vas parler de la même manière pour je ne sais quelle caractéristique interne, parce que ton produit est pertinent de la même manière dans cette boîte-là. Et donc nous, typiquement, on avait testé de faire de l'account-based marketing au début, mais en fait, ça prenait, pour le faire bien et pas juste faire 3 cadences email, ça demandait beaucoup d'efforts pour le faire très poussé. Ce que j'entends très poussé, c'est tu as une page de destination de l'entreprise avec des éléments sur l'entreprise, un storytelling travaillé particulièrement. Ça donne quoi ? Guide Guardian pour tel acteur télécom, par exemple, qui est différent si c'est Orange, Bouygues, Free ou SFR. Donc ça demande énormément d'efforts de rédaction déjà. Peut-être après, dans cette page, tu as un rapport à télécharger qui est spécifiquement sur Guide Guardian pour Bouygues, je ne sais pas. Tu vois, tu peux aller assez loin. Et après cette page-là, tu vas la mettre dans une audience LinkedIn qui est que les gens de la sécurité applicative de chez cet acteur télécom-là. Donc ça, pour moi, c'est ça, une vraie stratégie ABM. Tu vas déployer plusieurs tactiques pour cibler un seul compte. Donc ça, on l'avait testé sur 2 comptes. Ça nous a pris un temps de fou. Et c'est des comptes que je crois qu'il y en a un des deux qu'on a fini par closer, et l'autre non. Et donc ça prend quand même énormément d'efforts. Donc à la place, on est plutôt allé sur la stratégie Industry-Based Marketing. C'est-à-dire qu'on a regardé notre pipeline, on a fait c'est quoi les top 5 industries pour Guide Guardian. Donc on a retenu par exemple les telcos et les boîtes dans les financial services, pour en citer 2 sur les 6 campagnes qui tournent aujourd'hui. Et on s'est dit c'est quoi la proposition de valeur de Guide Guardian, donc pas pour un acteur précis, mais pour toute cette industrie. Et donc là, on a fait ce que je viens de dire niveau compte, mais sur l'industrie. Donc au lieu de faire tout ce travail pour un seul compte, on l'a fait pour une industrie. Donc sur la finance, je pense qu'on a facile 5 ou 6 000 comptes qui sont dans l'audience. Sur les telcos, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même bien 500, je pense, dans le monde. Donc ça nous a permis d'un coup d'adresser beaucoup plus de monde avec un messaging qui est hyper personnalisé. Et ce qui fait que ça, c'est assez mesurable comme expérience, on l'a fait d'ailleurs. En fait, ça convertissait de mémoire 2 ou 3 fois mieux, et on avait beaucoup plus de pipeline qui se généraient sur ces industries quand on faisait un messaging du contenu, des pages de destination, des cadences, et qu'on alignait toutes nos tactiques pour l'industrie. Ça a fonctionné beaucoup mieux. Donc nous, on le fait au niveau de l'industrie aujourd'hui. C'est intéressant parce que ça me rappelle le sujet du use case industrie que j'avais vu il y a longtemps en Outbound. Et j'imagine aussi ça se
ça se matérialise par, j'imagine, des landing pages spécifiques à l'industrie où vous mettez en avant des mots-clés beaucoup plus spécifiques. Est-ce qu'on peut peut-être entrer dans le funnel, prenons par exemple le Financial Services, et juste pour comprendre comment ça s'articule au-delà du contenu des emails Ouais, alors il y a plusieurs étapes, effectivement. Pour moi, la première, c'est déjà de se poser sur les éléments de messaging. Donc ça, c'est les éléments que tu vas mettre dans tes ads. Par exemple, je pense que c'est bien de mettre deux industries distinctes. On va dire les pharmaceutical companies, donc les labos pharmaceutiques. Eux, le nerf de la guerre, c'est la formule du médicament. Ça, il faut que ça reste absolument protégé, donc il faut que personne ne puisse accéder à ça. Donc le messaging de GuideGuardian, ça va être, nous, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de secrets qui se baladent dans votre code. Donc si jamais un acteur réussit à prendre ton compte à toi, NoFall, parce qu'il a piqué ton téléphone déverrouillé dans un bar, en fait, c'est pas grave, parce qu'il aura accès à rien d'autre que juste les quelques mails que tu as. Donc il ne pourra pas aller accéder à l'infrastructure, ensuite trouver un autre secret, accéder au code, bouger latéralement, et au final avoir accès à l'ensemble de tous les serveurs. Ça va être le messaging. Sur la pharma, c'est globalement, on va aider à faire que les formules, que ton IP reste ton IP et ne fuite pas. Concrètement, on va beaucoup s'orienter sur ça. À l'inverse, la Financial Services, par exemple, si on est plutôt du côté des banques, là, ça va plutôt être les risques, ça va plutôt être autour de fuite de données personnelles des clients des banques. Donc, on peut orienter un messaging sur GuideGuardian, ça va empêcher un acteur d'avoir accès aux données de vos clients et de faire fuiter tous les financial records d'une personne, d'un ensemble de personnes, ce qui ferait ensuite un très mauvais coup de presse et ce qui ferait perdre beaucoup d'argent à la banque. Donc nous, on va protéger sur ce truc-là particulièrement. Une fois que tu as fait, donc ça, c'est ce côté messaging précis pour l'industrie. Ça, c'est juste en interne dans une page Notion, pendant qu'on planifie notre campagne. Et après, on va se dire, donc ce messaging, sur quelle tactique est-ce qu'on va le déployer ? Par exemple, de l'outbound, du LinkedIn Ads, et ensuite, le nerf de la guerre, on va aller voir les équipes contenu, voir, qu'est-ce que vous pouvez nous faire ? La V1, c'est est-ce qu'on peut faire un article de blog, par exemple, à partir des éléments de messaging dont on a parlé. La V2, ça va être est-ce qu'on peut peut-être faire un PDF téléchargeable, un rapport State of Secrets for Financial Services, tu vois, donc un rapport sur... donc nous, les secrets, on est experts. Pour la Financial Services, ça donne quoi ? Voilà. Donc on fait ça dans un rapport, on gate ça sur LinkedIn et ça fait un contenu qui est spécifique pour ton industrie. Et en tant qu'acheteur, si tu dis « Ah oui, ces mecs, ils connaissent mes enjeux dans la finance », forcément, je me dis qu'ils sont un peu plus appropriés que quelqu'un qui va desservir tous les types de business du monde. Donc ça donne un avantage. Et après la V3, comme tu le disais, c'est avoir carrément une page de destination très détaillée. Donc là, selon les industries qu'on couvre, on est sur le niveau 1, 2 ou 3 en fonction de la bande passante qu'il y a eu côté product marketing pour rédiger tous ces éléments de messaging. Mais ça ne nous empêche pas, peu importe le niveau de maturité qu'on a, de délivrer un ensemble de tactiques grâce à ces éléments de message clés, quitte à reprendre un des rapports qu'on a déjà et à le présenter sous cet angle de voilà ce que ça donne, c'est le Secret Maturity Model, par exemple, qui est un de nos contenus pour la finance, et on le repurpose comme ça en l'orientant pour une industrie particulière. Donc voilà, pour résumer, il y a une collection de tactiques que tu vas utiliser, et tu vas utiliser du contenu plus ou moins poussé sur l'industrie en fonction de la bande passante qu'il y a eu dans les équipes, en fonction de l'industrie à couvrir. Et c'est comme ça que tu peux avoir un messaging qui est beaucoup plus pertinent que juste un messaging générique, parce que moi, en étant... là-dessus, chacun peut le voir sur son propre rôle. Moi, en tant que growth marketer dans le B2B, j'ai encore des outreach qui sont sur du growth B2C ou des trucs qui n'ont vraiment rien à voir. Je fais c'est gentil, mais moi je fais pas de pub sur Snapchat, voilà, ça n'arrivera pas. Donc c'est pas pertinent pour moi les cas d'usage que tu as eu avec telle boîte qui vend des sacs à dos. Pour moi ça va pas changer mon quotidien. Donc je préférerais quelqu'un qui me dit j'ai déjà vendu cette prestation à une boîte de cyber qui ressemble un petit peu à ce que fait GuideGuardian. Là, dans ce cas-là, on va parler. Alors, pendant que tu présentais ces tactiques,
j'ai aimé un truc, c'est que parce que je le vois beaucoup de gens faire l'inverse, et je trouve que ça fait sens. En gros, tu démarres par une sorte de discours industrie fit. Donc, vous travaillez pas mal le discours avant de voir les canaux. Et je trouve que c'est une bonne approche. En tout cas, c'est assez logique. Moi, ce qui m'intrigue dans l'ABM, aujourd'hui, grâce à toi, je découvre l'IBM. En tout cas, la terminologie, c'est le côté autonomie dans ce processus. Je m'explique. J'ai l'impression que dans l'exécution même de l'ABM ou l'IBM, il y a plein aussi de sous-écoles, en tout cas des écoles différentes. Il y en a qui donnent la main en mode voilà la liste des accounts avec quelques data aux sales pour qu'eux ils se débrouillent. J'en vois d'autres qui vont garder le contrôle et essayer d'aller jusqu'au rendez-vous 1, le R1, et donc essayer d'eux-mêmes lancer de la campagne marketing, de générer de l'interaction avant de passer ça aux sales. J'en vois d'autres, c'est plus en mode ok, mais en fait, c'est des boîtes dans l'industrie, à toi de te débrouiller pour trouver n'importe quel moyen de rentrer en contact. Notamment, le sales, il a des outils growth et c'est à lui-même d'aller enrichir. Je vois 3-4 déclinaisons de cette stratégie. C'est quoi la vôtre concrètement par rapport aux sales, parce que tu parles market, mais je pense que c'est en interaction avec du sales. Et 2, quelle est la meilleure selon toi? J'imagine peut-être c'est la vôtre, mais je serais très intéressé par avoir ta vision là-dessus. Ok, donc comment tu répartis les tâches entre sales et marketing sur ces projets-là? Bonne question, il y a beaucoup de modèles. Nous, on fait partie de la minorité déjà à avoir mis des équipes de business development au marketing. Là, aujourd'hui, je manage une équipe de 4 personnes qui est basée à Boston, donc un manager et 3 contributeurs individuels qui sont au poste de BDR. Pour une bonne raison, c'est que nous, on a créé cette équipe parce qu'on a toujours été inbound first, qu'avec le BLG, mais on avait aussi des gens qui faisaient des demandes de démos. Et nos account executives ont eu de la chance jusqu'à milieu de série B, ils ont toujours eu leur pipeline pleine juste avec les demandes entrantes. Donc globalement, il y a eu un peu d'expérience d'outbound quand il y avait des petits creux. Ça n'a jamais été passé à l'échelle, on va dire formalisé et passé à l'échelle. Donc, et dans tous les cas, le creux finissait par se tasser, ils avaient suffisamment de pipeline. Mais le problème de ça, c'est que vu que les account executives, ils sont incentivés sur le closing, notamment en période de closing, il n'y a plus d'outbound. Ça n'existe plus parce qu'ils veulent juste closer les contrats avant la fin du quarter, toucher la commission. Donc, nous, on s'est retrouvé avec un problème au marketing. C'est que par nos tactiques, on ne faisait pas que avoir des demandes de démo. Il y avait aussi des gens qui ont rentré dans le CRM parce qu'ils ont téléchargé un livre blanc, mais après, ils n'ont pas fait de démo, pas fait plus que ça. Ou parce qu'ils étaient présents à un événement, on les a vus, mais ils n'avaient pas envie de démarrer le projet tout de suite, donc on n'a pas follow-up. Tous ces gens-là, on a l'opt-in, ils ont déjà été exposés à GuideGuardian, ils connaissent la marque, ils connaissent un peu le produit. Peut-être il y a 6 mois, c'était pas le bon moment, mais peut-être que dans 6 mois, peut y avoir un projet de sécurité applicative qui va se mettre en place. Ils sont pas sûrs du scope, mais peut-être qu'ils vont prendre un des acteurs plus gros que nous, plus établis. Et peut-être que c'est à ce moment-là que ce sera le bon moment pour les recontacter. Donc, de cette base-là, pour donner des chiffres, on a plusieurs centaines de leads qualifiés par le marketing, on appelle ça. Donc, qui sont ces leads-là un peu moins intentionnistes qu'une demande de démo, mais qui sont quand même des personnes dans notre ICP, donc c'est-à-dire qui ont le bon intitulé de poste et qui sont aussi dans une entreprise d'une taille qui nous intéresse, donc ce que je disais avec suffisamment de développeurs. Et donc, nous, on regarde ces 2 critères. On en génère des centaines tous les mois de ces gens-là. Et le constat, c'était que si, avec les account executives, personne n'y touche parce qu'ils sont concentrés sur le closing. Donc, du coup, on a créé l'équipe BDR avec comme priorité de traiter l'ensemble de ces flux entrants pour tout simplement faire multiplier les touchpoints avec ces gens-là, soit via email, LinkedIn, téléphone, et en se disant que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment, c'est pas grave, la cadence se termine, il n'y a pas de réponse, on retente dans 6 mois,
et peut-être qu'à ce moment-là sera le bon moment ou qu'ils nous redirigeront vers la bonne personne qui est en train de faire ce projet en interne ou autre. Et donc cette logique-là, ça nous permet vraiment de créer de la pipeline en dehors des demandes de démo, ce qui, en plus avec le ralentissement économique actuel, permet de quand même faire ces objectifs malgré la baisse des budgets et des demandes de démo. Et donc nous, c'est le modèle qu'on a adopté, donc de mettre ces profils-là au growth, au marketing, parce qu'on veut créer quelque chose de répétable, un process, quelque chose de très carré. Les sales, chez nous, ils ont plein de qualités, mais ils suivent pas énormément de process. C'est plutôt des account executives qui ont leur territoire, qui font leurs propres choses sur leur territoire, leurs propres initiatives, et qui sont concentrés sur le closing. Donc d'avoir ce côté répétabilité, à mon sens, c'est ça qui doit donner les meilleurs taux de conversion et le plus de meetings possible, et donc le plus de pipeline possible, ce qui est, je le répète, mon objectif en tant que growth. Donc pour moi, ça fait, et pour le leadership de GitYarden, ça faisait totalement sens d'avoir cette équipe-là au growth pour vraiment créer de la répétabilité, des meetings, avoir un truc de très structuré. Et à côté, les account executives, ils vont avoir un peu plus de liberté dans l'approche, soit une fois que le meeting a été passé par les BDRs, soit au moment où les BDR les contactent, de dire « Attends un peu, là sur ce compte-là, j'ai un peu de contexte, je sais que le boss vient de se barrer, qu'il y a telle personne qui serait peut-être la bonne personne, machin. Bien, on va faire un atelier un peu plus stratégique sur la navigation de ce compte-là. » Ça, c'est comme ça, on n'est pas encore là, mais c'est comme ça que j'ai envie que les BDRs bossent avec les account executives. Mais pour l'instant, c'est vraiment se concentrer sur éplucher tous les MQL qu'on sort tous les mois pour pas perdre d'opportunités et créer de la pipeline. Donc si je comprends bien, le SQL, c'est les accounts exécutifs, c'est ça? Ou à quel mode vous avez une démarcation? J'essaie de faire en mode vue pipeline. Tout à fait. On prend la pipeline classique HubSpot, donc lead, MQL, lead qualifié par le marketing. Donc nous, la définition qu'on a prise, c'est la personne a le bon job title et est dans une boîte suffisamment grosse. Ensuite, les BDR vont travailler sur ces MQL. Ils vont passer en... donc là, il y a des définitions, ça peut être dans un sens ou l'autre, mais nous, on a pris le parti de faire SQL, donc Sales Qualified Lead. Donc ce lead-là est prêt à être envoyé à un account executive. Le BDR travaille avec l'account executive pour que le meeting ait lieu. Si le sales accepte le meeting et dit pas « Attends, ton truc, il est trop petit » ou en fait, là, il n'y a pas pas moyen, machin, ça devient un Sales Accepted Lead. Ils acceptent de prendre le lead et ça passe chez eux. Ils font, donc à ce moment-là, il y a le meeting qui a lieu. Et si le résultat du meeting est positif, c'est une opportunité qui est créée. J'aime bien parce que c'était le premier à me parler de Sales Accepted Lead dans les pipelines. Ça m'intrigue pourquoi avoir défini cette étape intermédiaire. Ou peut-être c'est moi qui ne l'ai pas trop vu, mais j'en vois beaucoup d'SQL. Tout est bombardé vers SQL. Vous donnez un peu l'opportunité au sales de refuser pour peut-être justifier après ces chiffres d'une meilleure manière, parce que s'il a accepté le call, c'est qu'il... En fait, on a commencé sans cette étape-là, mais on l'a rajouté parce que on avait besoin... En fait, au début, on n'en avait pas besoin parce que quasiment 100% des SQL donnaient lieu à une opportunité, parce que c'était une demande de démo, salut, je veux la démo, voire salut, où est-ce que je signe, parce que j'ai déjà essayé le produit. Donc, il y avait un taux de conversion qui était très très bon. Et puis en fait, on s'est rendu compte que pouvait y avoir soit du délai temporel, soit une baisse du taux de conversion à partir du moment où il y avait des SQL qui venaient d'autres sources, qui n'étaient pas que la demande de démo entrante. Et donc c'est pour ça qu'on a rajouté SAL, Sales Accepted Lead, pour que, notamment avec le Product-Led Growth, les leads qui viennent du produit, il y en a certains, en fait, c'est trop petit, ou telle industrie-là, c'est pas trop le bon moment, ou autre. Et donc, pour diverses raisons, tu peux drop off entre SQL ou SAL ou entre SAL et Opportunity. On avait besoin de le mesurer et de le suivre dans HubSpot, donc c'est pour ça qu'on a rajouté l'étape. C'est pas mal parce qu'effectivement, ça matérialise aussi ce qu'on disait au tout début, cette jonction avec le PLG. Donc, ça justifie un peu ces croisements de pipeline. Ça fait une boucle de retour, notamment on a des, je sais pas ce qu'ils font ces gens-là, mais il y a des gens qui font une demande de démo par exemple, donc ça devient SAL, mais le meeting n'a jamais lieu. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc là, on dit que c'est un failed SAL qui repasse au BDR du coup
en disant ce mec-là, il avait l'air chaud pour un meeting, mais ça n'a jamais eu lieu, donc on aurait besoin qu'on le remette dans des cadences, qu'on essaie de le recontacter, elle ou lui ou ses collègues, pour que le meeting ait vraiment lieu donc quelques semaines après, quoi. Et aussi très intéressant ton approche où tu as intégré les BDR dans ton équipe growth. Je le vois, mais je le vois pas souvent ce modèle, parce que souvent de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est la majorité, il y a une sorte de démarcation, équipe marketing, équipe sales. Si tu prends un BDR, il va être sous la soupape, on va dire, pourquoi et comment tu l'as structuré? C'est la majorité des cas. Donc nous, quand on a créé l'équipe, on s'est pas mal inspiré du rapport The Bridge Group qui donne des chiffres sur que ce soit du salaire, du taux de réponse, des durées de pipe et autres pour les équipes SDR et BDR. Dedans, notamment, il mentionne, donc c'est sur les chiffres du rapport de l'année dernière, je crois que c'est 70% des équipes BDR sont du côté account executives, côté sales. Notamment parce que les BDR, traditionnellement, c'est les futurs account executives. En général, c'est un métier qui a un churn ou un taux de promotion assez fort. Tu fais rarement BDR 10 ans, donc au bout d'un an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans et demi, tu peux t'attendre à être promu. Donc ça fait sens à cet égard de les mettre côté account executives. Par contre, nous, on l'a fait, comme je le disais, parce qu'on avait le besoin d'inbound à créer. Et dans ce rapport-là, The Bridge Group, je crois que de mémoire, c'était plus de 65% des équipes qui étaient majoritairement inbound, comme nous, à recevoir beaucoup d'inbound. Dans ce cas-là, l'équipe BDR est au marketing. En fait, au final, on était dans la majorité pour notre cas inbound. Mais effectivement, quand tu es dans une boîte outbound first où souvent, en fait, t'as pas vraiment de marketing, t'as de la com et t'as que des commerciaux. Dans ce cas-là, c'est plutôt côté BDR. Hyper clair. Est-ce que, et ça je te laisse un peu plus l'option de me le dire, est-ce qu'il y a un sujet sur ces deux thématiques qu'on vient de traiter, le PLG to ABM, que peut-être une question que je t'ai pas posée ou un sujet que tu te dis c'est quand même intéressant d'en parler parce que c'est pertinent, que ce soit sur le sujet du PLG qu'on vient de traiter ou l'account-based marketing. Ouais. Alors en ce moment, j'ai un projet qui regroupe les deux PLG et ABM, et t'as dit le mot tout à l'heure, je crois, c'est tout ce qui est intent. Ouais. Parce que donc je fais un pari osé, mais moi je suis convaincu que les équipes BDR qui font du cold, c'est pas un bon usage de leur temps, parce qu'en fait tu vas contacter des gens qui ne t'ont jamais vu. Donc plutôt que faire ça, donc on a parlé d'ABM, on se disait on aligne les listes de comptes, on travaille sur les mêmes comptes, les mêmes industries entre sales et marketing, on cible ces gens-là dans LinkedIn, donc a priori ils ont déjà vu GuideGuardian au moment où les sales les contactent. En fait, ce feeling, ce truc-là, le but c'est qu'en fait quand ton BDR il fait un cold call, c'est pas vraiment un cold call, les mecs t'ont déjà vu, voire l'idéal c'est tiens c'est marrant que vous m'appeliez, on était en train de parler vous. Le projet Intent, c'est faire que ce truc-là, ce soit ouais, je sais. Et donc, pourquoi je sais ? C'est parce que j'ai mesuré un certain nombre qu'on appelle des signaux d'intention Intent. Donc, c'est très lié à une notion qu'on appelle du lead scoring. Donc, nous, aujourd'hui, on est en train de l'implémenter, ce lead scoring, et on le fait sur on a 2 sous-métriques dans le score. Il y a le premier score qui est le score de fit. Donc ça, c'est ce qu'on disait sur est-ce que tu es dans l'ICP, est-ce que tu es le bon job title, est-ce que tu es dans la bonne taille d'entreprise. Pour certaines boîtes, c'est la bonne industrie aussi. Par exemple, peut-être qu'on veut exclure le public sector ou les universités ou ce genre de secteur. Donc ça, c'est le premier score de fit. Et après, le deuxième score qui est le plus intéressant, c'est la propension à acheter ou likelihood to buy. Qu'on est toujours en train d'implémenter, parce qu'en fait tu as plein de signaux d'intention qui va te dire que ces gens-là ont des chances d'acheter. Des signaux d'intention faibles, par exemple, c'est ils ont téléchargé un rapport sur je sais pas comment mettre en place de la détection de secret. Ça c'est faible, mais en fait c'est pas si faible que ça, parce que ça mentionne quand même de la détection de secret. Peut-être que c'est un rapport encore plus générique sur comment collaborer entre sécurité, ops et développeurs. Bon, ça couvre plus que de la détection de secrets, ça peut être un peu large, mais ils se posent quand même ce genre de questions. Ils ont une bonne maturité d'FCCOPS potentiellement s'ils consomment des rapports qui parlent de ça. Donc c'est un petit signal d'achat, mais ok, prenons-le en compte.
Donc on va le stocker dans le CRM ou dans Snowflake qui est dans notre data warehouse. Donc ça nous fait un premier signal d'achat sur une personne, donc un contact, mais aussi sur une entreprise. On va se dire, ok, dans cette entreprise, il y a peut-être un tout petit début de projet. Puis après, on va rajouter un deuxième signal. Donc par exemple, Alexandre de Lonescale, tu penseras à me donner un discount vu que je parle de ta boîte. On travaille avec un vendeur qui s'appelle Lonescale qui nous donne des signaux d'achat sur les publications, sur les offres d'emploi. Donc, par exemple, en plus de « Ah tiens, ils ont téléchargé un rapport », ils recrutent quelqu'un en sécurité applicative. Ok, intéressant. Bon, jusque-là, ça me dit pas grand-chose, ça me dit juste qu'ils ont du budget. Mais en plus, cet outil se permet de scanner les mots-clés. Donc, tiens, c'est en sécurité applicative et il mentionne un concurrent open source qui fait quelque chose de similaire à nous sur la détection de secrets. Donc, ça veut dire qu'ils ont potentiellement construit un truc en open source en interne. Nous, ça tombe bien, on est super fort pour remplacer l'open source parce qu'on est bien meilleur. Donc, ça nous donne un signal déjà un peu plus fort quand même, qu'ils ont ils sont déjà au courant qu'il y a un problème. Ils ont déjà une solution, même si elle est un peu bancale. Donc là, on a tous les arguments pour se dire, ok, donc on a un premier contact qui a téléchargé le livre blanc, donc lui, on a le droit de le contacter. En plus, on a repéré grâce à l'outil qui est le manager qui recrute quelqu'un qui sait faire utiliser la solution open source concurrente. Donc on se dit, ok, on peut contacter maintenant ces deux personnes-là avec un message qui est on suppose que vous êtes déjà au courant du problème des secrets qui fuitent dans le code source ou ailleurs. Nous, on a un certain nombre de cas clients où on montre qu'on est bien meilleur que les équivalents open source pour résoudre ça. Est-ce que vous auriez pas... combien est-ce que vous avez comme faux positifs avec ces solutions-là, ce qui est souvent le grand problème? Est-ce que vous arrivez bien à résoudre avec vos développeurs dans la boucle ou autre donc essayer d'appuyer là où ça fait mal, où on sait qu'on est bien meilleur. Et donc comme ça, sur ces petits signaux d'achat, donc individuellement, c'est bien moins fort que « Salut, je veux une démo ». Mais par contre, collectivement, ça nous donne quand même un signal que cette boîte pourrait être prête à acheter. Et donc, on utilise ces petits signaux d'achat dans notre score de likelihood to buy et ce qui nous fait, donc ce qui forme notre programme d'intent. Tu es dans l'ère de l'agrégation des intents. C'est ça. Qui est une forme, j'imagine, d'évolution de modèle de scoring. C'est juste que là, on commence à être proactif, si je comprends bien, si je résume un peu ta pensée, de manière à alimenter ce score avec des données externes. Est-ce qu'il y a d'autres intents qui t'intriguent aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a tout un modèle d'intent, notamment autour de l'outbound, qui se développe depuis quelques mois, qui se popularise. J'en avais parlé avec Greg de Hunter aussi récemment sur ce sujet. J'ai l'impression que ça va devenir un sujet phare dans les prochains mois, années. Il y a quelques grosses boîtes qui se positionnent là-dessus. Par exemple, je sais que Six Sense, ils ont signé la moitié des boîtes de cybersécurité avec qui on parle. Moi, ce que je leur reproche, c'est que c'est de l'intent black box, c'est-à-dire tu sais pas. On sait que ces gens-là, ils sont intéressés par tes mots-clés ou pas, et qu'ils sont à peu près à tel niveau de décision. Ok, comment tu sais ça? Je peux pas te le dire. Ok, très bien. Donc ça, pour moi, c'est un premier niveau. Peut-être qu'on testera un jour d'ailleurs, parce que ça peut donner toujours plus de signaux. Et comme je disais, je préfère ça à du cold pur. Mais par contre, moi, je pars du principe que je préfère bosser avec des vendeurs plus niches, comme ce que je disais avec Lonescale, plus faire notre propre scrapping, utiliser nos propres données de GitHub, où là, on a plein de choses, parce que vu que notre produit récupère des données de GitHub, on peut trouver des choses sur les entreprises là-dedans. Donc moi, je pars du principe que ça, c'est un avantage concurrentiel énorme que les autres concurrents n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas du tout récupéré autant de données de GitHub public que nous, qu'on peut utiliser pour avoir des signaux d'achat sur des boîtes où eux, soit ils l'auront jamais, soit ils l'auront 6 mois plus tard grâce à leur vendeur Black Box. Et nous, on sait, déjà, c'est pas Black Box, on sait exactement quel est le signal. Donc, ça nous donne un super indice de comment actionner ce signal, dans quel type de cadence le mettre, avec quel type de campagne les toucher, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment beaucoup plus fort. Et oui, je suis d'accord, c'est une grosse tendance ces derniers temps. Et je pense que ça demande encore de faire beaucoup de custom. Donc nous, on a un gros engineer, Bastien, qui s'occupe de ça, heureusement, avec l'aide de l'équipe data pour changer tout ça dans Snowflake, parce que c'est du boulot et ça demande des bonnes compétences en data, en automatisation, en low-code, pour transmettre toutes ces données entre les différents outils. Mais par contre, c'est ultra puissant, quoi. C'est vraiment un avantage concurrentiel énorme par rapport
aux autres entreprises de notre secteur. Et donc, c'est pour ça qu'on y croit tous à fond et on veut appuyer dessus. Très clair. Donc pour synthétiser, tu renforces ton ABM avec le data intent et tout ça dans une forme de gros layer au-dessus du PLG de base. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur tous ces tactiques, comment ils travaillent ensemble, que ce soit chez GitGarden, mais en général. Pour un peu finir, est-ce que tu as... sur un sujet un peu plus générique, un conseil ou une remarque que tu aimerais bien faire passer sur notre métier, ou même ton métier en tant que Head of Growth, quelque chose qui est mal compris ou un truc qui te tient à cœur, toi, aujourd'hui, que tu te dis, bon, on en parle très, très peu. Ça peut être même par rapport au sujet dont on a parlé ou autre chose. Ta philosophie, j'en sais rien. Effectivement, il y a plusieurs points où je pense que le growth pourrait gagner en maturité. Comme je disais, c'est un peu positionné en contre-pied de ce marketing classique, en plus technique, parfois un peu plus scrappy, c'est-à-dire on va plus bidouiller des choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de profils growth qui sont des profils de MBA, tu vois, enfin de grandes écoles qui vont rajouter un peu de cadre à cette philosophie en ordonnançant tout ça en tactique, dans une roadmap, voilà, c'est plus... je trouve qu'on en voit de moins en moins d'ailleurs, mais il y a quelques années, il y avait encore, on cherche un ninja du growth qui va faire des super... Il y en a encore, j'en vois toujours, mais moins. Ouais. Il y en a encore, mais je pense que ça va avoir tendance à se résorber un peu à mesure que ça devient un vrai domaine cadré avec des experts, des templates, des frameworks qui fonctionnent, qu'on peut appliquer. Et donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le gain en maturité et pour les talents qui vont être disponibles sur le marché qui connaissent ces tactiques, ce qui va faire avancer les boîtes beaucoup plus vite. Et donc, pour moi, c'est important de bien distinguer en tant que growth qui va être de l'ordre de la roadmap, ce que tu dois délivrer pour faire avancer la boîte et atteindre tes objectifs, et ce qui est de l'ordre de ce que j'appelle des expériences. Ça, c'est des trucs que tu trouves dans les bouquins un peu fondateurs du domaine, Hacking Growth, etc. Pour moi, ça a toujours son rôle et son importance. Mais aujourd'hui, je m'en sers presque plus de ces expériences comme un moyen de cadrer les envies de l'équipe d'innover, d'essayer des petites choses, que comme un vrai modèle de go-to-market, de mise sur le marché. Parce que, en fait, pour moi, c'est difficilement répétable et faisable de passer à l'échelle. Donc, à mesure que GitGarden grandit et que moi aussi je vieillis, j'ai de plus en plus tendance à m'appuyer sur des vendeurs un peu établis du marché, sur des outils, des tactiques qui sont éprouvées, tout en gardant une petite marge de manœuvre pour faire des expériences et des choses qui seraient spécifiques à notre boîte. Il faut que ça ait vraiment un intérêt, qu'on ait un avantage concurrentiel à le faire, parce que sinon c'est juste scrappy, pas vraiment scalable, pas vraiment répétable, et c'est pas comme ça qu'on va construire un succès et de la croissance sur le long terme. Pour résumer, être moins dans un growth qui cherche le dernier hack et les tout derniers hacks à implémenter, mais plus un growth plus structuré, cadré, organisé. On va finir sur cette belle note et être complètement aligné avec toi d'ailleurs sur ce sujet. Je te remercie Orion, c'était très cool. On a exploré plein de sujets du moment et du futur. Merci beaucoup et puis je souhaite peut-être à très vite. Merci pour l'invitation, Nofal, à la prochaine.